qui va devoir tenir une conférence. État intellectuel tous, nous essayerons un peu de prêter attention et surtout maintenir la discipline. Il est beau de voir sur la montagne le messager qui apporte la bonne nouvelle. Seigneur, tu nous donnes l'occasion d'écouter, de terroriser ce qui va nous être dit dans cette thème. Et tu as voulu que toutes ces rencontres soient des moments de paix et de joie. Nous te demandons de nous bénir tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, c'est moi qui l'ai demandé au professeur de lire quand j'étais leur professeur. Aujourd'hui, il me demande de lire son CV. Quand qui est ce corps? Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour moi et pour le professeur? Merci beaucoup. Le professeur que vous voyez avant de connaître toutes ces dates est docteur en droit. Il a comme spécialité droit commercial, contrats commerciaux, droit du financement, droit fiscal et droit des assurances. Juriste de l'entreprise et juriste d'affaires, spécialiste en droit commercial, droit des sociétés commerciales, droit du financement, droit fiscal, droit des transports. Expert et formateur réputé en droit OADA par la Commission nationale OADA. Depuis quelques années, il a développé des compétences dans la création de sociétés commerciales au guichet unique de création des entreprises, dans l'accompagnement fiscal des entreprises, dans les procédures collectives, d'apurement du passif, formateur de juristes de banque, dans les mécanismes de financement, notamment dans le pays le business. Je commence à me présenter par rapport à certaines dates. Expérience. Depuis 2023 jusqu'à ce jour, il est administrateur directeur général de l'Agence maritime internationale du Congo, AMI Congo. Vice-doyen à la faculté de droit à l'IPC, 2010 à ce jour, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, 2021 à ce jour, professeur à la faculté de droit de l'IPC
droit commercial, contrats commerciaux, droit de financement, demi-peine, droit commercial et contrats commerciaux de l'École supérieure de management de Kinshasa, ESMK. 2008-2021, assistant à la faculté de droit de l'UPC. 2012, mars, certificat à nouvelle méthode de transmission du savoir, Montréal, au Canada. 2014 à ce jour, initiateur du cabinet Jepin et Associés. 2014, médiateur du conflit de la communauté évangélique du Kwango, CK dans cette communauté. 2009 à ce jour, initiateur et président du cercle de réflexion de jeunes de Kinshasa. Formation. En 2021, il a soutenu sa thèse de doctorat sur le droit de financement crédit bail à l'Université de Kinshasa. 2010-2012, diplôme d'études supérieures en loi IPC. 2007-2008, licence en droit département de droit économique et social, Université protestante au Congo. 2002, diplômé d'État en section d'Agrefino Institut de Mouba Kinshasa. Après le petit séminaire Bakatiela, l'école sociale de l'Union d'agriculture. 1995, certificat d'études primaires à l'EP1 Batabé. Ça signifie qu'il n'est pas très loin de vous. Il a eu son certificat en 1995. Très jeune professeur d'université, il va nous entretenir sur l'enseignement et les défis de développement. On applaudit pour les professeurs. Merci beaucoup, professeur. Vous avez la parole. Révérend le préfet, révérend sœur, Monsieur le Président national de l'ACR, distingués participants, chers membres composant la délégation, chers élèves, bonjour. Bonjour. Alors, l'honneur me choisit en ce moment de prendre parole par devant vous pour échanger avec vous sur une thématique très importante. Parce que la vie, le développement de notre pays en dépend. Avant de commencer, je tenais à rendre un vibrant hommage à tous les formateurs qui nous ont permis de mieux tracer notre chemin. Et en passant, je rends hommage moi j'aime bien l'appeler le préfet Théas, mon enseignant de latin au collège Saint-Charles-Luanda de Lukula. Et à tous les autres enseignants qui ont fait partie de cette équipe que nous avons formée, je leur rends également hommage. Moi-même, fils d'enseignant, il est de bon droit que je rende hommage à ces personnes parfois délaissées par la société. Et pour tous les enseignants qui nous ont quittés, j'aurais souhaité que l'auditoire se mette debout pour 1 minute de silence. Merci. Je parlais tout à l'heure du préfet Théas, qui est notre président national, nous, membres des anciens collégiens de Lukula. Alors, comme vous l'avez si bien remarqué, je voulais emprunter quelques passages de Cicéron qui rendaient hommage à son maître Archias. Et donc, si moi, aujourd'hui, comme avocat et professeur d'université, certains peuvent me coller des caractéristiques de Cicéron, donc tout cela, je le dois à mon maître Archias, qui m'a formé dans le cours de latin et même de français. Vous pouvez également applaudir pour lui. Voilà, je me suis proposé cette thématique parce que ça m'établit l'esprit, l'enseignement et le développement économique. Comme le dit un auteur, que la compréhension d'une science implique la connaissance des termes par lesquels elle s'exprime. Il est donc important que nous puissions ensemble décortiquer
les deux concepts, à savoir enseignement et développement économique. Et donc, vous allez comprendre avec moi que les deux termes ont un lien très étroit, enseignement et développement. L'enseignement, sa finalité, c'est le développement. Un professeur à l'université me disait, le professeur Chibam au Canada, que un vrai intellectuel, celui qui a été à l'université, il a comme vocation de transformer son environnement, doit féconder son environnement. Celui qui a été à l'école, qui a été à l'université, qui n'a pas été d'un grand apport à son environnement, il est même plus dangereux que celui qui n'a pas étudié. Parce que lui, il a la garantie de certaines connaissances devant lui permettre de transformer l'environnement. C'est ainsi que je vais devoir vous inviter à cette finalité. Pour la finalité de mon exposé, c'est de vous inviter à être ces personnes qui puissent féconder leur environnement. Donc, ces personnes qui puissent concourir au développement économique du pays, et ce, dans tous les secteurs de la vie nationale. À titre notionnel, qu'est-ce que l'on peut entendre lapidairement par enseignement? Vous le savez, c'est juste un rappel. Enseigner, généralement, est compris comme l'art de transmettre des connaissances, de transmettre le savoir à une personne. Enseigner, c'est transmettre des connaissances, le savoir à une personne. Quand vous transmettez le savoir, c'est pas pour que ce savoir demeure dans votre cerveau, encore que vous puissiez vous en servir, mais aussi permettre à ce que votre environnement soit transformé. Et le développement, c'est quoi? Le développement, classiquement, peut être compris comme une amélioration. Une amélioration. Partir d'un point A vers un point B. C'est ça, se développer. Se développer. Alors, comme vous le savez, tous les pays du monde, et le Congo en particulier, ces pays ont comme grand défi le développement économique. Aucun pays ne peut vivre sans pourtant mettre sur pied des politiques lui permettant à se transformer positivement, quitter le point A vers le point B. J'étais très content de revenir ici et constatant quand même quelques éléments qui permettent notre coin de se transformer. Il y a 10 ans, je suis passé par ici, la route de Goma, Sioni-Sotiel a été pratiquement impraticable. Et en revenant ici, je dois vous avouer, je n'ai fait que 45 minutes, Boma-Lugola. J'avais même peur. Et pour moi, ça, c'est un aspect de développement. C'est très important. C'est très positif. Et donc, voilà comment est-ce que le développement peut aider l'être humain à vivre dans un milieu qui soit harmonieux, un milieu qui nous permette, qui soit propice, n'est-ce pas, au développement de ses capacités. L'enseignement au Congo a toute une histoire. Toute une histoire. L'histoire de l'enseignement au Congo commence pendant la période précoloniale. Elle va se poursuivre pendant la période coloniale et la période d'après-indépendance. Avant la colonisation, vous savez que l'EIC vient de naître en 1885, EIC, État indépendant du Congo, et jusqu'en 1908. C'est cette période qu'on a appelée la période précoloniale. Période pendant laquelle l'EIC, l'État indépendant, était sous la gestion du roi Léopold II. Et pendant cette période, il y eut les missionnaires catholiques. À titre de rappel, les missionnaires catholiques ont joué un rôle très crucial dans la stabilisation de l'enseignement à l'EIC pendant la période coloniale et même après l'indépendance. Pour preuve, le père fondateur de ce collège, cette institution, je ne sais pas si je vais me faire corriger, le père Louis Bernard, qui fut un missionnaire catholique. Ils ont donc joué un très grand rôle. Mais à chaque stade, à chaque étape de l'histoire de l'enseignement eut une finalité spéciale. Pendant la période précoloniale, l'enseignement avait comme finalité d'apprendre aux indigènes comment lire
mais à des fins de l'évangélisation. Et donc l'enseignement n'avait pas comme finalité en cette période le développement du pays, juste la lecture. La lecture pour permettre aux gens de comprendre l'évangile et bref, à des fins de l'évangélisation. Nous arrivons pendant la période coloniale. Mais avant même la période coloniale, je vous informe que la première incursion des missionnaires, c'était à travers la création de certaines écoles au niveau primaire. Mais la finalité, je vous ai dit, de l'enseignement à cette période n'était pas le développement économique, mais apprendre aux indigènes au Mali à le faire de l'évangélisation. À partir de 1908, période coloniale proprement dite, jusqu'en 1960, c'est là que les missionnaires catholiques vont jouer un rôle crucial dans la création des écoles, dans la stabilisation, dans la structuration de l'enseignement. L'enseignement devient un cadre d'apprentissage structuré, avec des cycles d'enseignement. Et pendant cette période, la finalité change. Pendant la période coloniale, la finalité de l'enseignement était de former des cadres pour servir à l'administration. Il fallait former des cadres qui devaient travailler dans l'administration. Et donc, vous allez constater que tous nos pères de l'indépendance, les pères fondateurs du Congo, c'est des gens qui avaient acquis certaines connaissances en vue de travailler dans l'administration. On a fait d'eux ce qu'on appelait dans l'histoire des évolués, des gens qui pouvaient facilement accéder dans des structures d'enseignement, apprendre et avec vocation d'aller travailler dans l'administration. Puis, vers l'indépendance, et à l'indépendance, effectivement, les Congolais d'autrefois pensaient qu'il fallait actualiser, adapter le système éducatif aux besoins du Congo. C'est ainsi que, vers les années 70, 71, etc., commencèrent des grandes réformes. Des grandes réformes. Nos parents qui sont dans la salle pourront peut-être nous rappeler que c'est vers 71 que finalement, on va consacrer cette question d'examen d'État, l'évaluation à l'école secondaire. En 74, on va faire la réforme de l'enseignement supérieur avec la création de l'UNASA. Et plusieurs autres réformes se sont poursuivies. Mais là, la question qui se posait, est-ce que la finalité de l'enseignement avait aussi évolué? La réponse, oui. Si, pendant la période précoloniale, la finalité de l'enseignement était de former des gens à la lecture, à des fins d'évangélisation, et que pendant la période coloniale, la finalité était de former le cadre pour l'administration, cette finalité ne suffit plus en cette période post-indépendance. Parce que là, maintenant, il a fallu fabriquer, sinon former des Congolais, non seulement qui devaient travailler dans l'administration, mais qui devaient développer des compétences devant servir à d'autres structures étatiques. Mais c'est clair pourquoi? Parce que, à l'indépendance, on vous laisse le pays. On a toujours reproché au Congo, aux Congolais l'autrefois, d'avoir mis de l'énergie en vue d'obtenir l'indépendance politique. Et on oubliait qu'à côté de la politique, il y avait aussi les aspects économiques. C'est là donc que fut né ce qu'on a appelé le contentieux belgo-congolais. Et ce contentieux, c'était un contentieux financier. Pendant que les Congolais réfléchissaient autour de la politique, les Belges s'organisaient, s'arrangeaient pour continuer à exploiter l'aspect financier et économique du pays. Je vais vous informer qu'à l'indépendance, par exemple, l'administration de l'impôt est relevée toujours de la Belgique. L'administration de l'impôt. Vous vous dites indépendant, mais économiquement, vous ne l'êtes pas. L'administration judiciaire relevait toujours de la colonie, alors qu'on était indépendant.
Donc cette question de l'indépendance pouvait être discutée dans tous ses aspects politiques, économiques et sociaux. Raison pour laquelle nous disons que la période post-indépendance devait donner comme finalité de l'enseignement non seulement former les gens pour la lecture, moins encore pour travailler à l'administration, mais plutôt former des gens qui étaient prêts à concourir au développement économique du pays, et ce, dans tous les domaines de la vie nationale. Quelle est la finalité de l'enseignement à la période post-indépendance? Mais maintenant, on va se poser la question. Quel a été l'apport de l'enseignement, effectivement, dans le développement économique du pays? Là, nous allons vers l'état des lieux. Avant de donner quelques aspects très importants, ici de relever que parmi les acteurs que nous avons de l'enseignement, il y a notamment les enseignants qui sont là, vos formateurs et nos formateurs, mais aussi vous les élèves. Vous les élèves, on peut s'interroger sur la qualité des élèves qui viennent pour apprendre. On peut également s'interroger sur la qualité des enseignants qui prennent en charge les élèves, en vue de leur permettre de se transformer, en vue de leur communiquer des compétences devant servir, n'est-ce pas, au développement économique du pays. Je ne voudrais pas juger, je ne voudrais pas faire l'autopsie, mais je parle de la situation générale. Parce que comme vice-doyen à la faculté de droit en charge de l'enseignement, c'est nous qui généralement subissons, n'est-ce pas, les conséquences de l'enseignement au niveau primaire et secondaire. Parce que à Kinshasa où nous sommes, vous allez rencontrer des étudiants qui à peine écrivent en français, à peine savent lire. Alors on se pose la question, quelle est la qualité de là d'où ils viennent? Quelle est la qualité? Et donc, tous ces problèmes, tous ces mots, résument en la crise de l'éducation, du système éducatif congolais. Il y a une crise. Il y a une crise. Mais qui doivent donner solution à cette crise? Mais les responsabilités peuvent être établies à plusieurs niveaux. Mais principalement, c'est l'État, les pouvoirs publics, qui n'arrivent pas à prendre toutes ces responsabilités à bras le corps et être à mesure de responsabiliser leurs enseignants et eux aussi, à leur tour, être à mesure de mieux prendre en charge des enfants, des élèves qui sont à leur disposition. Et donc, après l'indépendance, à cette période, nous vivons des grands problèmes. Certains auteurs, je vais citer P. à son âme, le professeur Massiala, en 2010, faisait une étude sur la santé du système éducatif congolais. Il va conclure que le système éducatif congolais était malade. Malade pourquoi? Mais parce que il y a une inadéquation entre le système éducatif et aussi le besoin de la société. On a l'impression que le système éducatif produit, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est une vérité. On a l'impression que le système éducatif produit des gens dont la société n'a pas absolument besoin. Quand je le dis, c'est au regard des problèmes du Congo, au regard des besoins de la société. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous allez à l'université de Kinshasa, même à l'UPC, en premier graduat, 1000 étudiants à la faculté de droit, 1000 étudiants à la faculté de sciences économiques, 1000 en relations internationales. La question que l'on peut poser, et c'est chaque année qu'il y a des collations de grades, chaque année, 1000 étudiants ont terminé à la faculté de droit, 1000 en économie, 1000. La question c'est de savoir, est-ce que, au regard des besoins actuels du Congo, on a besoin d'avoir chaque année 1000 étudiants qui finissent à la faculté de droit? Est-ce qu'au regard des besoins du Congo, on a besoin d'avoir 1000 étudiants qui finissent aux relations internationales, sachant qu'à la fin de leurs études, tous ceux qui finissent en relations internationales, qui finissent en sciences politiques, ne vont pas trouver de boulot dans le domaine dans lequel ils ont eu à effectuer autant d'années d'études, mais plutôt ils vont se greffer dans des banques et dans d'autres emplois n'ayant aucun lien avec les études faites. 5 ans de permis. Pour le Congo,
peut-être aussi pour la famille. Un problème d'orientation. Quand nous nous filmons plus jeunes, nos parents sont là, avec le cycle d'orientation. On faisait participer les enseignants et même les parents pour le choix. On l'appelait ZILA, en 6e secondaire. Déjà, l'enseignant connaissait les aptitudes de l'élève. Et cet élève qui est un peu fort en français, dans des cours de culture, etc., on peut l'orienter vers le collège de Lukula pour faire la section littéraire. Les enfants qui avaient des aptitudes pour les mathématiques, on les orientait à l'ESSECA, l'école secondaire de Cap et d'autres institutions. Pour la plupart des cas, ça tenait quand même. Ça tenait. Mais aujourd'hui, il y a la rue qui influe aussi sur le choix des cycles d'orientation des enfants. C'est parmi les problèmes qui accablent notre système éducatif. Et donc, voilà, chers élèves, distingués participants, je ne voudrais pas trop m'éterniser dans mon speech sur tous ces aspects, étant donné le temps qui m'est imparti. Pour le reste d'éléments, si vous estimez avoir des questions à me poser, je reste ouvert à répondre et approfondir certaines questions devant permettre désormais à nous tous d'avoir le flambeau que nous pouvons brandir dans l'oasis de l'ignorance. Je dis et je vous remercie. Je réponds au nom de Yodoun. Je réponds au nom de Joseph Yodoun de la 3e année de l'unité littéraire. J'ai 5 questions à poser. La première question. Quels sont les défis actuels de développement dans le domaine de l'enseignement? Deuxième question. Comment pouvez-vous encourager le développement personnel des élèves dans le cadre de l'enseignement? Troisième question. Comment pouvez-vous encourager le développement personnel des élèves dans le cadre de l'enseignement? Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour améliorer l'enseignement et le développement des compétences des élèves? Comment pouvez-vous intégrer le développement personnel dans les programmes scolaires? Voilà, merci. Je tiens à féliciter la pertinence des questions telles que posées par l'élève Joseph. Nous sentons que vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'exposé. Alors, la première question, il veut savoir quels sont les défis dans le domaine de l'enseignement. Le plus grand défi, je vous ai dit, que c'est permettre à l'enseignement de participer au développement économique. Développement économique du pays. Un enseignement qui ne participe pas au développement économique ne sert à rien. Ne sert à rien, absolument. C'est ainsi que dans d'autres pays, nous avons été dans le cadre de nos recherches, par exemple au Canada, dans le programme national de l'enseignement, il a été créé ce qu'on appelle des écoles spécialisées. Des écoles spécialisées. Vous savez, tous tels que vous êtes là, vous n'avez pas la même capacité. Hein? Vous n'avez pas la même capacité d'apprentissage. Vous verrez, lorsque l'enseignant donne son cours, à chaque fois il pose la question aux étudiants qui n'ont pas compris. Il y a toujours des gens qui n'ont pas compris. C'est-à-dire que pour eux, la première explication du professeur ne suffit pas. Le prof doit revenir une deuxième fois, troisième fois, pour mieux capter la leçon du jour. Mais parmi vous également, il y a ceux-là, à la première explication du professeur, il a compris. Donc, la capacité diffère d'un étudiant, d'un élève à un autre. Donc, le professeur, pour y arriver, doit être en mesure de niveler son auditoire. Niveler. N'est pas considérer que tous les élèves ont la même capacité. Ont la même capacité. Donc, le plus grand défi, c'est le développement. Et dans ces écoles-là, dans ces pays, les étudiants qualifiés, les érudits, on le met dans des écoles spéciales, on les suit avec attention. Et une fois dans des écoles supérieures à l'université, ces élèves-là devenus étudiants, on les oriente dans des écoles qu'on appelle des hautes écoles spéciales. Et c'est des enfants qui demain deviennent
des experts à la NASA, dans des grands laboratoires de recherche. De grands laboratoires de recherche. Et pour ça, l'État doit avoir une politique nationale pour orienter les enfants d'un certain niveau. D'un certain niveau. Mais aujourd'hui, comment savoir que tel enfant est d'un certain niveau avec tous les mots qui gangrènent le système éducatif? Je suis enseignant, j'en connais également quelque chose. Même à l'université, toutes les distinctions ne sont pas réellement des distinctions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui distinguent. Je dis toutes les distinctions. Parmi ces distinctions, il y a des fausses distinctions. Bon, si on doit juger quelqu'un sur base des pourcentages qu'il a accomplis, sachant bien que possible que quelqu'un ait triché, ait corrompu pour avoir 70%. Ça, c'est des grands mots, c'est des grandes difficultés. Et dans ce pays-là, on cible les cerveaux et on les oriente vers des études spécialisées et qui doivent contribuer au développement économique. Regardez par exemple, aujourd'hui tous, nous sommes dans les réseaux sociaux. Vous connaissez celui qui a créé Facebook? Mark Zuckerberg. Ouais, ça c'est des gens qui ont été orientés, regardez comment nous subissons la loi des étrangers, des occidentaux, en termes d'invention. En termes d'invention. Pourquoi? Mais parce qu'on les a mis dans une situation de telle sorte, cette situation favorise le développement de leurs compétences dans tel ou tel autre système. Comment pouvez-vous encourager le développement personnel des élèves dans le cadre de l'enseignement? Effectivement, j'encourage le développement personnel de chaque étudiant, mais à travers notamment la méthode que vous utilisez pour... quand nous filmons ici, je ne sais pas si c'est le cas toujours, chaque soir, donc après l'école, il y a aussi une étude du soir. Lorsque vous avez eu à aborder une leçon à l'école, mais n'attendez pas la veille des examens pour commencer à préparer vos examens. N'attendez pas. Un auteur a dit, la gestion du temps ne relève pas de l'homme, relève de Dieu. L'étudiant, l'élève qui gère mieux son temps devient maître des autres à la fin. Parce que tout le monde va recourir à toi pour comprendre tes leçons. Les examens, on les prépare chaque jour, leçon après leçon. Il ne faut pas laisser les leçons s'accumuler. À la fin de l'année, vous ne saurez pas être à la hauteur. On peut devenir intelligent. Si bien que les gens qui naissent avec des facultés supérieures aux autres, mais on peut développer des compétences au regard de la méthode utilisée, vous permettant donc de relever le grand défi. Troisième question. Quelles sont les stratégies efficaces pour le développement des compétences des élèves? Cette question en réalité concerne les enseignants. Le développement des compétences des élèves. Sous autres cieux, on vous a lu dans ma biographie, j'ai été formé en pédagogie scolaire et universitaire lors d'un séminaire à l'université de Montréal. Il a été constaté que dans des pays sous-développés, notamment le Nord, nous, enseignants, continuons à utiliser de vieilles méthodes. De vieilles méthodes. Quelle est cette méthode principalement? Le magister dixit, le maître a dit. Le maître a dit. Pour l'élève, quand le maître a dit, il a dit vrai. Et si c'est le sens contraire, alors c'est très dangereux. Très dangereux. Quand le maître a dit, on ne discute plus. À ce moment-là, on forme des robots. Parce que l'élève va répéter ce que l'enseignant a dit. Le magister, la méthode dogmatique, c'est une méthode vraiment classique qui ne permet pas de développer les compétences des enfants. Dans ce pays, ils ont basculé vers ce qu'on appelle l'approche par compétence. L'approche par compétence, c'est une méthode constructiviste. Par cette méthode, l'enseignant se place comme un arbitre qui a des joueurs sur le terrain. Lui, il édicte les règles de jeu. Et chacun des joueurs donne le meilleur de lui-même. Regardez lorsque Barcelone ou Real de Madrid a gagné le match. Il est vrai que l'on va adresser des félicitations au coach d'avoir bien entraîné, mais aussi individuellement aux joueurs. D'ailleurs, on nomme les meilleurs joueurs du match. Les meilleurs joueurs du match grâce à la tactique de l'enseignant. L'enseignant place l'enfant dans une situation.
lui permettant de découvrir, de donner le meilleur de lui-même. Je vous donne un exemple. Je sais qu'au collège et à l'Ofiam ou à d'autres écoles de Nkoula, le niveau est quand même très élevé et que les enseignants fournissent beaucoup d'efforts. Mais je prends un cas. Je suis à la province du Bandundu. Je visite une école où l'enseignant se poumonne pour lui, se poumonne pour enseigner aux enfants la géographie, etc. Il leur parle de pays du Proche-Orient, Amérique latine, etc. Mais sans globe terrestre, sans carte géographique. Alors, imaginez-vous l'enfant à qui on parle d'Amérique latine, qui ne sait pas visualiser l'enseignement. C'est pas visualiser. Là, vous fabriquez un robot, un perroquet. Et donc, par conséquent, de par lui-même, il ne sait pas développer les compétences. Cette méthode est archaïque et très dangereuse pour le système éducatif congolais. Je comprends, pour certaines écoles, il y a un problème de déficit de matériel didactique, ce qui est normal. Mais l'État, les pouvoirs publics, les institutions doivent aider les enseignants à avoir des matériels qui leur permettent de visualiser l'enseignement. Moi, quand j'enseigne à l'université et que je dois parler d'une assignation, l'assignation, c'est un mode de saisine d'un tribunal. Mais je ne viendrai pas leur dicter théoriquement c'est une assignation. Je leur amène un jugement en photocopie pour que l'étudiant visualise la leçon du jour. Et ça permet à l'étudiant de développer ses compétences. Donc moi je recommande à l'institution, aux différentes institutions présentes ici, aux enseignants, peut-être des formations également continues en nouvelles méthodes d'apprentissage. L'approche par compétences qui est très encouragée même par le gouvernement congolais. Ça permet de renforcer les compétences dans le chef des enfants. Comment intégrer le développement dans le programme d'enseignement? Mais je crois que quand vous lisez le programme national, ça c'est une compétence du pouvoir du gouvernement. Dans le programme national, la dimension développement est intégrée. Ça c'est à travers, n'est-ce pas, l'exécutif, mais aussi les pouvoirs législatifs. Quels sont les outils pour soutenir le développement personnel? C'est une question qui revient. Le grand outil, c'est la méthode, mais aussi l'approche, la méthodologie utilisée par l'enseignant qui permet à ce que l'étudiant développe ses compétences. Merci. Je réponds au nom de Mademoiselle Mwakangoma de l'Institut Lufiam, présidente. Monsieur le professeur, comment le gouvernement congolais peut-il améliorer le financement de l'éducation? C'est une question très pertinente. Madame la Présidente, et moi qui vous parle, j'ai été le général du collège en 2000. Voilà. Et les amis à côté aussi ont été général au collège. Il a été le ministre des Sports, ministre de la Cuisine à l'internat. Voilà. À l'internat, quand vous n'avez pas de bonnes relations, quand vous n'avez pas de bonnes relations avec le ministre de la Cuisine, c'est très dangereux. Vous ne mangez pas. Voilà. Comment le gouvernement congolais peut-il améliorer le financement de l'éducation? Je crois que cela devait préoccuper nos élus au niveau national. L'éducation, l'enseignement ailleurs est l'un des secteurs le plus importants. Ailleurs, l'enseignement est l'un des secteurs les plus importants. Il y a l'enseignement, il y a l'agriculture, il y a beaucoup d'autres secteurs considérés comme des secteurs prioritaires. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au Congo, l'enseignement en réalité est prioritaire? On a l'impression que les gens, dans les pouvoirs publics, tendent à négliger la situation. Il suffit de voir comment nous, enseignants, nous sommes payés. Vos enseignants, comment ils sont payés? Le salaire qu'ils perçoivent ne leur permet même pas, n'est-ce pas, de faire de recherches très sérieuses. Voilà. Quel est cet enseignant au Congo, au niveau secondaire? Moi, mon père était préfet. Qui est capable aujourd'hui de financer de façon salaire les études de son fils dans une université privée à Kinshasa? Personne. Donc apparemment, les enseignants travaillent pour les enfants des autres.
et leurs enfants. Et leurs enfants. Et donc, le pouvoir public, effectivement, vous avez raison de poser cette question, doit mettre sur pied des politiques pour améliorer la situation des enseignants. Les enseignants, pour moi, constituent cette classe de personnes les plus importantes dans notre vie nationale. Mais malheureusement. Donc, on doit continuer à faire le plaidoyer, cher président, pour que la situation des enseignants s'améliore. Il est vrai que, bon, je ne vais pas entrer dans la question de la gratuité, mais il y a quand même des réformes. Il y a des efforts qui sont fournis, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il va falloir que leur situation s'améliore pour qu'eux aussi donnent les meilleurs d'eux-mêmes. Je m'appelle Jennifer, de la 3e année Coupé-Couture à l'Institut UFIAM. Ma question est celle-ci. Quels sont les obstacles courants à intégrer au développement durable dans l'enseignement? Les obstacles courants à intégrer au développement durable dans l'enseignement. Quels sont les obstacles qui font qu'on ne puisse pas intégrer l'enseignement vers le développement? Voilà. Merci pour la parole, monsieur le professeur. Je suis l'élève Mavungu Masiana Samuel, le président de l'Institut UFIAM. Voici ma préoccupation. Comment l'enseignement et les défis du développement peuvent-ils influencer la société moderne? Comment l'enseignement et les défis du développement peuvent-ils influencer la société moderne? Je m'appelle Fouessa Koungou, élève de la 3e année scientifique au collège Saint-Charles-Noir. J'ai 5 questions à vous poser. Mes questions sont celles-ci. Quel est le rapport entre l'éducation et le développement? La deuxième question, quel est l'objectif de l'enseignement? Quelles sont les qualités qu'un enseignement doit avoir? Quels sont les facteurs de l'enseignement? Pourquoi dit-on que l'éducation est la clé du développement? Quelles sont les causes de la baisse de l'enseignement en RDC? Je commence par Madame Timba. Les obstacles au développement. Le premier obstacle que connaît l'enseignement qui ne nous permet pas de contribuer au développement, d'abord l'obstacle lié à l'orientation. L'orientation. Je sais que parmi vous, les gens qui sont en 4e, il y a des gens qui vont faire l'université, n'est-ce pas? Bon, je vais prendre un échange. Qui vont aller à l'université ici? Manifestez-vous. Madame, venez un peu ici. Oui, juste une question. Exact. Alors, qui veut aller à l'université? Manifestez-vous un peu. Qui veut se limiter là? Vous voyez? Voilà. Madame, à l'université, vous voulez le faire quelle faculté? Droit. Le droit. Et pourquoi? Parce que j'aime ça. Ouais, elle se limite à l'amour du droit. Mais ne sait pas pourquoi. Tu vas donner une solution à quel problème dans la société? Quand tu vas aller faire le droit? Aussi des gens qui font les droits, j'aime aussi des gens. Alors, toi, tu es au niveau de l'appréciation de l'amour du droit. Oui. Ah, ok. C'est mieux. Alors, qui d'autre? Qui veut aller faire les relations internationales à l'université? Ah, oui. Viens, monsieur. C'est ça. Alors, chers amis, le pourquoi de votre choix? Pourquoi vous voulez faire les relations internationales à l'université? Pourquoi vous voulez faire les relations internationales à l'université? Je ne vais pas faire ça, mais pour moi, je vais faire la gestion économique. Le fait changer. Tu vas faire la gestion économique. Oui. Et pourquoi? C'est pour aider mon pays.
pour aider ton pays. Oui. C'est grâce à ça que ça va me donner le potentiel de bien faire que mon pays marche dans les moyens économiques. Ok, c'est bon. Qui veut aller faire les sciences politiques à l'université? Qui veut aller faire les sciences politiques? La médecine. Bon, s'il vous plaît, qui veut devenir mécanicien? Alors, dernière question. Qui veut devenir un ingénieur agronome? Agronome? Oui, qui donne? À son père agronome. Ah. Qui veut? Ah. Donc, voilà, un problème d'orientation. Voilà. Un problème d'orientation. Voilà. Quels sont les besoins de notre contrée ici? Le Goula, etc. Quelles sont les activités majeures de notre contrée qui nous permettent de survivre et de faire vivre aussi d'autres? Oui? Pardon? Les besoins agricoles, l'agriculture. Mais regardez, quand je pose la question aux gens qui veulent faire l'agronomie, voilà. Personne. Donc vous ne voulez pas contribuer à résoudre, sinon proposer des solutions aux problèmes de notre contrée. Voilà. Par conséquent, quand vous avez fini, vous allez vous débrouiller ailleurs, laissant votre point dans la même situation. Un problème d'orientation, Madame Chimba. Problème d'orientation, problème de choix. Problème de choix. Orientation, allant dans le même sens que le choix. Vous préférez aller faire des études de sciences qui n'ont rien à voir aux problèmes que vous connaissez dans votre société. À la conséquence, comme a dit le préfet Théas, aussitôt fini la licence en relations internationales, vous allez en retraite. En retraite. Parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Ce sont ces gros mots-là, la présentation des facultés qui vous intéressent. Qui vous intéressent. Monsieur Mavungu, comment l'enseignement et le défi de développement peuvent influencer la société? Mais je vous ai parlé de finalité de l'enseignement selon les différentes périodes. À la période précoloniale, on formait les gens. La finalité était de former les gens pour la lecture et de faire l'évangélisation. Ouais, quelqu'un pouvait facilement être un chef catéchiste, il va lire sous poste, etc. Voilà. C'était ça la finalité. Pendant la période coloniale, la finalité était de former des jeunes cadres devant servir à l'administration. Mais à la période post-coloniale, on ne forme plus de gens seulement pour l'administration, mais aussi pour d'autres activités de la vie nationale. Dans le secteur privé, secteur public et d'autres secteurs. Aujourd'hui, on développe même l'entrepreneuriat. Au regard des formations suivies. Madame Kouessé, quel est le rapport entre l'éducation et le développement? Je vous ai dit que les deux sont en lien étroit. L'éducation est là, mais sa finalité aujourd'hui, c'est le développement. Comment former les gens, comment développer les compétences des gens pour que ces derniers participent au développement économique. Donc il y a un rapport très étroit. Les objectifs de l'enseignement. Premier objectif, c'est former les gens. On forme les gens. On forme des gens qui doivent répondre aux besoins de la société. Relever le grand défi de la société. Former, informer, construire l'être. C'est ainsi qu'un auteur dira d'un enseignant que l'enseignant ne transmet pas seulement le savoir, mais il transforme aussi son être. Moi, aujourd'hui, je suis content. À chaque fois que je parle, je me réfère à mes maîtres. Je me dis, mais le prophète est là, je vois comment il parle. Le professeur Pocas. Ça, c'est les gens qui ne nous ont seulement pas transmis le savoir, mais aussi leur être. L'enseignant doit être un modèle. Doit être un modèle. Alors, j'ai répondu en passant aux qualités de l'enseignant. Moi, je ne suis pas là comme juge d'enseignement, moi, je suis enseignant. Je suis enseignant.
L'éducation, clé du développement. Effectivement, l'éducation, c'est la clé essentielle. Un peuple qui n'a pas été transformé, qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas reçu des connaissances, ne peut pas se transformer, ne peut pas. L'éducation, c'est vraiment... Mais je vous ai dit, faisons attention. On respecte mieux la personne qui a été à l'école et qui a eu à féconder son environnement. Mais on considère comme très dangereux celui qui a été à l'école, mais qui ne sait pas faire refléter ce qu'il a appris dans son environnement. Je prends un exemple. À l'école, on vous a dit qu'on ne peut pas uriner sur la voie publique. Et au sortir ici, après le faux cotonnier, c'est vous qui urinez là-bas. Vous êtes très dangereux. Très dangereux. On les appelle même les analphabètes de retour. Très dangereux. Tu as appris qu'on ne peut pas faire ça, mais tu fais quand même. On t'a dit à l'école qu'on ne peut pas proférer des injures publiques. Mais toi, tu es spécialiste en injures publiques. Donc, c'est très dangereux. Cause de la baisse de l'enseignement. Bon, je ne pense pas donner toutes les causes, mais il y a des causes endogènes et des causes aussi exogènes. Voilà. Chacun, en ce qui le concerne, peut essayer de grappiller les différentes causes. Mais la première cause, je vous ai dit, la baisse d'enseignement, notamment la méthodologie. Je dis notamment la méthodologie. Mais aussi, la facilité aujourd'hui qu'ont les élèves à pouvoir coûte que coûte réussir et passer les classes. Quand nous nous fûmes ici à l'époque, il y avait même des mentions sur le bulletin, passe ailleurs. C'est-à-dire au collège, on estime que vous n'avez pas la capacité d'affronter les enseignements tels qu'on a fixé le cadre. Vous passez ailleurs. Vous passez ailleurs. La méthodologie, mais aussi la baisse de cette envie d'apprendre dans le chef de l'élève. Aussitôt sorti de la classe, vous rentrez dans la cité, vous ne relisez plus les cahiers. Vous ne faites pas le devoir. Vous pensez à autre chose. Vous comptez sur autre chose pour réussir à l'école. Il faut bannir tous ces mots-là. Bannir tous ces. Mais il y a aussi les pouvoirs publics principalement qui ne prennent pas en charge les enseignants à la hauteur du travail qu'ils accomplissent. Ça, c'est une des raisons de la baisse de l'enseignement dans notre pays. Voilà les quelques modestes réponses que j'ai voulu donner aux questions posées par Madame Pouessé. Une préoccupation. Jadis, quand nous étions à l'école primaire, nous étions enseignés par des D4. Nous passons à l'école secondaire, lequel que qualifié cette formation-là du moins. C'est vrai que vous avez parlé du Magister Dixit, mais ça nous a quand même vraiment édifié. Aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer qu'on passe d'innovation à innovation. On ne sait pas si l'État congolais, le gouvernement, après un ministre, qui va voir un système éducatif quelque part, qu'il vient implanter. En technique, on parle des modules, beaucoup d'histoire un peu. Est-ce que ne peut-on plus revenir sur le système de recyclage des enseignants lorsque vous parlez de la qualité de l'enseignant? Sinon, je ne sais pas cette formation et ces innovations, c'est qu'elle apporte par rapport à la jeunesse et l'enseignement d'aujourd'hui. Un peu cette préoccupation. Voilà. Merci. Comme c'est une préoccupation, effectivement, c'est aussi une préoccupation pour moi. Je suis d'avis avec vous. Plusieurs réformes sont calquées sur le modèle des Occidentaux. Donc, les gens vont de l'autre côté, ils prennent. Je vous donne un cas. Le LMD. Moi-même, comme fils d'un chef d'enseignement, je souffre pour... Nous faisons des horaires chaque semaine, des horaires hebdomadaires. Il y avait par exemple des cours très importants, de 120 heures, aujourd'hui qui ont été réduits à 30 heures. Comment allez-vous expliquer à l'étudiant le cours des contrats pendant 30 heures? Et les 30 heures, là, ça divisé par 4. La séance, c'est 4 heures. Donc, quand on divise 30 par 4, c'est combien de séances?
7 ennemis, hein, 7 ennemis. Donc, en une semaine et demie, un professeur termine un cours qui autrefois avait 120 heures de cours annuels. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a même certains pays qui sont en train de sortir du système LMD. En Afrique, il y a le Maroc, il y a l'Algérie. Système qui trouve très dangereux pour l'avenir de l'éducation. Mais au Congo, à la rentrée académique de l'année passée, de cette année, on nous avait annoncé l'évaluation du système. Nous nous plaignons. Nous qui avons étudié sous l'ancien système PADEM, nous nous sentons beaucoup plus efficaces que ceux-là. En 3 ans, on produit un licencié en droit. En 3 ans. Mais un licencié qui n'est pas suffisamment construit. Et les conséquences, c'est dans la chose. Est-ce que ce licencié-là va répondre aux besoins de développement du pays? Ça nous rejoint. Ça nous rejoint. Ça nous rejoint. Donc, il y a un problème très sérieux avec cette importation des réformes, etc. Il est important que le droit congolais soit fait sur base de nos réalités. Mais qui devait s'opposer, parce que cette loi-là, mettant sur pied le LMD, ce n'est pas une loi qu'on a prise hier, 2014. Donc tous ceux-là, vos députés, tous ces états, ils sont censés connaître ce qui étaient censés connaître ça. Avaient-ils participé au débat? Mais quand il s'agit de la loi électorale, tout le monde est là. La loi électorale, quand on parle politique, dialogue, là on est là. Mais lorsqu'on parle d'un secteur aussi important comme l'enseignement, on n'est pas là. Et là, on se rend compte plus tard. LMD, on en discute maintenant, mais c'est depuis 2004, la loi cadre. 2014, la loi cadre. Ouais. Donc les conséquences, c'est nous qui subissons. Même nos élèves qui vont venir à l'université, ils vont subir le système LMD. Et là, on vous parle de crédit, tout ça, etc. D'abord, c'est compliqué pour l'enseignant. L'enseignant doit comprendre d'abord c'est quoi les crédits, etc. Et, voilà. Et dans ce système, même quand on a échoué, il y a un seul, on peut vous faire passer avec des échecs. Ça réduit l'effort. Vous passez avec l'échec, le temps pour vous de compenser l'année suivante. Or, l'année suivante, le prof a tellement de copies à corriger, 1000 étudiants. On lui dit qu'il a encore 200 étudiants qui n'avaient pas réussi à son cours l'année passée, mais qui sont en deuxième gradué, à L2. Si ils peuvent, les professeurs, fatigués qu'il est, ils peuvent facilement leur accorder 12, 14, comme ça, avec facilité. Et la conséquence, on produit des enfants qui ne sont pas suffisamment mûrs sur le plan scientifique. Ça, c'est des difficultés. Moi, j'avais tout à l'heure avec le préfet qui nous a annoncé que on a sélectionné les enfants des 3e, 4e. Alors, comme on ne connaissait pas le système, 3e, 4e, comment on va faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants de 5e, 6e? Dit justement, avec le nouveau. Ah, voilà. On a réduit. Donc, à chaque fois, il y a des réformes. On a réduit. Voilà. Tellement de réformes que parfois, ça nous met en difficulté. Et quand vous posez la question, c'est des histoires qui sont allées calquer ça et là, etc. Et puis voilà. Et donc, voilà, je suis d'accord avec vous. C'est une préoccupation pour moi très fondée. On aurait souhaité que le système éducatif congolais ait des assises d'abord nationales. C'est très important, comme ça s'est fait ailleurs. Les LMD, quand vous le lisez, c'est un système qui a été conçu pour l'Europe d'abord. Pour l'Europe. Alors, vous allez faire le LMD au Congo, alors que les universités n'ont pas de bibliothèque. Alors, les professeurs viennent, ils donnent la bibliographie, ils donnent le plan de cours, ils donnent l'essentiel, ils vous envoient la bibliothèque. Nos enfants n'ont pas la qualité de la bibliothèque. Donc, ce sont des graves difficultés. Elle est de l'Institut Louvian de la 4e année de culture. Monsieur le professeur, merci de m'avoir accordé la parole. J'ai une question à vous poser. Comment l'accès équitable à l'investissement dans l'éducation est-il mis en œuvre? Allez, répondez. Comment l'accès équitable à l'investissement de l'éducation est-il mis en œuvre? Ma question est celle-ci. Quel est ce rôle que les missionnaires catholiques ont-ils joué dans l'enseignement? Je me réponds au nom de Landupuna Bonheur. Je suis le président du collège. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention votre exposé de très haute facture, bien entendu, je tiens d'abord à vous remercier et de jeter des fleurs, cher professeur.
quelles sont les situations concrètes que vous pouvez proposer pour résoudre les problèmes d'inadéquation de l'enseignement congolais? Comment l'accès équitable à l'investissement de l'éducation est-il mis en œuvre? Bon, s'il vous plaît, la réponse, je pense que c'est à travers, n'est-ce pas, les différentes politiques du pouvoir public. C'est l'État qui met en œuvre, n'est-ce pas, l'accès équitable à l'investissement de l'éducation. Tout le monde à l'école. Il y a des slogans, il y a des publicités, etc. Ça revient à l'État. C'est l'État. Et l'État encourage même la jeune fille. D'ailleurs, vous avez entendu, il y a eu un débat à la télévision, dans les réseaux sociaux, où Madame la ministre a même dit que désormais, on ne peut plus renvoyer une fille enceinte. Ouais, ça a suscité quand même des débats pour nous qui avons étudié dans les écoles catholiques. C'est pas possible. On ne dit pas que la fille enceinte ne doit pas étudier. Mais pendant la période de sa situation, mais elle peut d'abord rester à la maison et éventuellement. Mais à l'école, dans les écoles catholiques, il y a des principes. Hein, des principes. Parce que tomber enceinte, c'est une forme de légèreté. Pour ça, c'est dans la conception catholique. Voilà. Mais l'État encourage, à travers des slogans, tout le monde à l'école, etc. Et on construit des écoles dans le territoire, effectivement, pour permettre, n'est-ce pas, l'effectivité de ce principe d'accès à l'éducation reconnu à tout le monde. Le rôle des missionnaires, je l'ai dit, chers amis, les missionnaires catholiques ont joué un grand rôle dans le système éducatif. D'abord, par eux, que le système éducatif est né en RDC. On a calqué le système, n'est-ce pas, de la Belgique. Je vous ai donné le rôle qu'ils ont eu à jouer pendant la période précoloniale, la période coloniale, et même jusqu'à maintenant. Et après les missionnaires catholiques, mais dont le rôle n'est plus le même autrefois. Autrefois, les missionnaires catholiques faisaient partie des institutions étatiques. Ils ont été investis de pouvoir par le roi Léopold II pour s'occuper de ces secteurs-là. Et en contrepartie, ça va vous étonner, ils ont reçu pas mal de faveurs. Pas mal de faveurs, notamment en termes de superficie terrienne dont ils ont été bénéficiaires. Regardez le collège. Moi, ça m'étonne que juste de rien, il y a des maisons maintenant. C'est-à-dire, à un moment donné, on a été distrait. On pensait que le collège était collège par rapport à notre entendement. C'est-à-dire, la sécurisation du patrimoine foncier du collège est venue après. Après, quand vous allez à Matakela, toutes ces étendues-là, c'est à peine qu'ils viennent d'obtenir des certificats d'investissement par les gens de Fungo commencent à gérer. À Kamou, toutes les forêts de Kamou, aujourd'hui avec le village environnant, des procès interminables. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris la mesure dès le moment où on a estimé que ces terrains appartenaient à telle structure ou telle autre structure. Donc voilà. Quelles sont les solutions concrètes pour résoudre le problème de l'inadéquation? Parmi les solutions concrètes, je voudrais dire l'amélioration de la méthodologie de l'enseignement, une solution très concrète, mais aussi le choix et l'orientation. L'inadéquation donc question ici, c'est l'inadéquation entre ce que nous propose le système éducatif et les besoins de la société. Comment quelqu'un qui vient de Lukula va faire les relations internationales à l'UNIKIN? Mais pour prétendre à quoi après? Quelqu'un qui vient de Lukula va faire les sciences politiques. Donc ce qui importe pour lui, à chaque fois il vient en vacances, il prend le poste radio, il discute, il commente la politique. Non, commenter la politique aujourd'hui ne relève plus exclusivement de ceux qui ont fait les sciences politiques. Il y a même des décades qui commentent la politique, il y a des gens qui n'ont pas étudié. D'ailleurs, vous avez vu ce que nous constatons dans nos assemblées provinciales. Il y a des députés qui sont incapables de parler en français. Mais vous, après vos 5 ans à l'UNIKIN des sciences politiques, mais vous n'avez pas cette opportunité d'être député national ou provincial. Donc, question de choix. Je m'adresse vraiment à vous qui êtes dans les classes terminales. N'allez pas à l'université parce que seulement les parents m'ont envoyé. Mais allez à l'université, choisir une discipline qui vous permette d'être utile à la société. Très important. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez que vos yeux pour bien pleurer. Nous devons applaudir sérieusement
Merci bien. Monsieur l'abbé préfet peut présenter le mot de remerciement. Monsieur le président de séance, professeur, au nom de tous les participants, tous, acteurs éducatifs, à cette conférence placée sous le thème l'enseignement et les défis de développement, nous vous adressons de vifs et sincères remerciements. Votre disponibilité, votre sens de responsabilité et la clarité avec laquelle vous avez conduit les travaux ont grandement contribué à la réussite de cette rencontre scientifique. Nous saluons également la pertinence de vos interventions qui ont permis d'enrichir la réflexion sur le rôle essentiel de l'éducation dans le développement de nos différentes communautés et pourquoi pas l'amélioration de notre environnement. Je fais que emprunter vos propres termes de l'exposé. Nous exprimons une inquiétude face à la baisse du niveau de l'enseignement affolé par la corruption, la tricherie et les antivaleurs qui empêchent le développement au Congo et pourquoi pas dans notre province. Et nous comprenons que un enfant diplômé bien formé ne peut pas aller se battre dans une assemblée. À votre arrivée, nous vous proposions que ce que vous venez semer dans ces acteurs éducatifs demeurera une fortune communicationnelle et existentielle. Soyez-en rassurés, professeurs. Au cours du débat, les gens sont passés comme dans un film. L'on pouvait penser que c'était une distraction. Néanmoins, retenez, c'est une scène coûteuse. Chers participants, nous pouvons que vous jeter des fleurs. Vous avez été actifs et assidus à cette activité scientifique et éducative. Même si vous avez tout raté, une phrase peut encore vous être importante et nécessaire, et pourquoi pas vitale. L'éducation, selon l'exposé du professeur, je cite, est le pilier fondamental incontournable du développement. Pour cette raison, après vos études secondaires et universitaires, chers acteurs de l'éducation,
Ne soyez pas obstacle du développement, nous proposait le professeur Massiara Massol. En citant, cher président de la conférence, professeur, veuillez recevoir l'expression de notre profonde gratitude et de notre haute considération. Je vous remercie. Professeur, merci pour toutes ces que vous venez de faire pour ces jeunes gens et pour vous-même. Mais on dit que ce podium ici, il est en train de tomber. Et que comme vous êtes là, j'en profite pour que vous ameniez cette doléance aux amis de Kinshasa de la Seine. Mais vous m'avez déjà dit, président, demandez à l'abbé préfet qu'il nous fasse des devis. On va prendre en charge ce podium. Applaudissez pour... Voilà, merci beaucoup. Le podium ici va être changé. Parce que moi-même, j'avais peur de rester ici. J'entendais des mouvements, des craquements que ça me fait. Je crois que si le débit est léger, pas trop exagéré, les amis pourront s'en charger. Quant aux jeunes gens, merci pour tout ce que vous avez fait là. Mais je vous demande d'éviter un piège. Le premier piège, c'est qu'il faut être à la hauteur de ce qu'on vous donne comme matière, comme enseignement, pour éviter d'être un danger d'abord pour vous-même. Vous devenez un danger, vous avez étudié, vous êtes un danger, parce que vous n'avez pas su assimiler ce que vous avez donné. Le deuxième piège, vous avez étudié, vous risquez de devenir un danger pour la famille, parce que vous étudiez, vous ne retenez pas ce qu'on vous dit, vous ne savez pas aller très loin, vous devenez une charge pour la famille. Troisième piège, étudier pour ne pas devenir un danger pour la nation. Sans plus tarder, je ne tiens pas le micro parce qu'il doit avaler. Nous devons aller ouvrir la salle. Il y a une liste. On commence. Le professeur se présentera dernier. Nous l'avons déjà présenté. Mais je sais que 80%, 90% des collégiens. Je commence par Souzataï. Je m'appelle M. Pébi Kamali, ancien collégien et membre de la SEL. Je m'appelle Zao Marcel Corneille. Moi, je suis de Goma. Je n'ai pas étudié ici, mais j'ai étudié à l'IBM, l'Institut Bobamou de Goma. Je les ai seulement accompagnés. Moi, c'est Boula Lou Malachi, un ancien collégien de la promotion 2001. Je suis licencié en droit. Actuellement, je travaille à l'Assemblée pour les 5%. Okay, merci. Merci. Moi, c'est M. Maniavita Emmanuel, affectueusement appelé Kelele. Donc, je suis fiscaliste. Je suis diplômé de l'École nationale des finances ici. Je suis fonctionnaire de l'État, comptable public. Je suis de la même promotion que Malachi. Nous étions ici en 2001. J'étais général, j'étais ministre des Sports. Voilà. Vous n'êtes pas allé trop loin. Merci les autres. Moi, c'est Jean-Paul Ngodetengo, ancien collégien de Lokola, de 2001 à 2002. J'étais chargé de la cuisine et dirigeant du collège aussi. Je suis licencié en droit, avocat, gestionnaire du cabinet GEPEN, le professeur de Passangoma. Je suis aussi juridique de la société dont il est ADG. Merci beaucoup. Je suis Madame Aurélie Mapangana.
je suis aussi ancienne collégienne. Et l'année 2001-2002 avec le professeur Gingoma et puis Jean-Paul, on était de la même promotion et notre professeur de latin c'est FTS. Je suis infirmière, je suis graduée en sciences infirmières, je suis infirmière. Moi, c'est M. Lelofouti Georges. J'ai terminé à l'Institut Lufiamou en 2001. Voilà, pour citer, moi j'ai été déjà présenté, mais je voudrais mettre un accent sur le fait, dans la vie, il faut éviter de zapper des étapes fondamentales pour devenir quelqu'un par surprise. Ceux qui ont fait le latin, nous l'avons eu avec le prophète Théas, on l'a appelé le cursus honorum, la carrière des honneurs. Votre passé doit être traçable, très important. Et je sais que ça sera le cas pour vous. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde, un bel avenir scientifique, académique. Et c'est ensemble avec vous que nous pourrons redorer davantage l'image du Congo. Pourquoi pas l'image de nos chères écoles, le collège Saint-Charles de Luanga, mais également le lycée Lufiamou. Merci encore. C'est le Saint-Esprit. Ton esprit nous a accompagnés, Seigneur, pour être nourris scientifiquement. Non seulement être nourris scientifiquement, mais pour que ce même esprit implante dans nos cœurs et à nos esprits l'éducation favorable pour le développement de notre pays. Et des défis majeurs à relever, mais qui peut les relever si toi-même tu ne dévances pas. Sois donc notre accompagnateur, notre compagnon de route, toi qui es Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Et votre puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons nous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, debout. Debout, Congolais, unis dans les sangs, unis dans les rangs pour l'indépendance. Son enfant, longtemps coupé, et pour les bons, prenons les piliers les dents, dans la paix au pétardant. Par les l'année, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Honneur, hymne sacré de notre solidarité, fièrement s'allier, la mer perdant de notre souveraineté. Congo, Dominique, Isaïe, au pays, bien-aimés, nous préférons nos soins et nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin ni 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré des libertés, serment de liberté, que nous lèvons dans notre postérité pour toujours. École d'asile, école de formation. Nous, les anciens collégiens réunis autour de l'ACEL, avec nos jeunes gens très actifs dans le RACEL, ils se sont dit,
les jeunes gens se sont dit, nous aussi nous sommes passés par là. Nous devons faire quelque chose sous la houlette du professeur Ngoma que vous voyez, Pascal. Ils ont mis des moyens pour que cette salle soit là. Et aujourd'hui, profitant de ce passage pour la conférence, nous avons estimé, nous, la salle, le comité, qu'il l'inaugure lui-même, en compagnie du secrétaire, le vice-président de la salle Kinshasa. Ils sont ici, nous allons procéder à l'inauguration. Qu'est-ce que nous voulons, nous, anciens collégiens? Ces salles, on vous le remet pour que vous le rendiez à votre tour à vos petits-enfants. Moi-même qui vous parle, je suis passé par ici, mais la plupart de mes enfants viennent de passer par ici. Tous, presque. J'ai déjà eu 4 enfants ici. Le cadet, je crois qu'il est en 2e. J'ai choisi les collèges comme école où je dois mettre. Parce qu'il y a la formation. Merci beaucoup à Tata Préfet, le formateur, à tous les enseignants qui ne cessent de nous aider à rendre les enfants utiles. Sans plus tarder, nous attendons. Le professeur va dire un mot. Et puis, nous allons passer à l'idée. On va couper les ribans. Parce que la salle a été déjà prise d'assaut. Il y a déjà des élèves là-bas. Je profite aussi pour dire que les quelques bancs qui sont là, ce sont des bancs qu'un ami a voulu mettre à la disposition. Il a le Lubumbashi. A voulu mettre à la disposition de nos enfants, mais il faut qu'on les ajoute. En dehors de ce problème que nous avons, le collège est en train d'être exploité ou être volé. Parce que nous, quand nous étions ici, je le dis, tous ces hauts-là, c'est là que nous allions planter les maniocs. Et aujourd'hui, c'est devenu des parcelles de personnes. Nous devons penser à protéger et les terrains, notre terrain là-bas, et le coin là vers la rivière Bangbang. Heureusement que nous avons déjà le certificat d'enregistrement. C'est ce qui sort. Professeur, vous allez dire un mot. Oui, bon. Voilà. Je crois que l'essentiel a été dit dans la salle. Au nom de tous les camarades du RACEL et sous la houlette du président national de l'ACL, nous avons bien voulu venir palper du doigt cette réalisation qui est l'œuvre de tous les amis du RACEL. Et c'est donc dans cette perspective que nous avons voulu être utiles au collège, notre alma mater, mais aussi à la République démocratique du Congo, parce que l'enseignement est un service public. L'enseignement relève de l'État. Donc en le faisant, nous avons effectivement fécondé notre société. La société qui nous a vu naître sur le plan scientifique et la société qui nous a permis aujourd'hui de devenir ce que nous sommes. Voilà ce qui justifie notre présence en ces lieux. Nous allons couper le ruban. Nous allons officiellement remettre le bâtiment à l'autorité, le préfet, à qui nous disons également merci pour sa sollicitude, mais aussi pour les échanges fructueux que nous avons toujours eus avec lui. À vous autres, les élèves, les collégiens, de vous en servir à bon escient, pour que vous-même demain également, vous puissiez faire autant comme vos aînés. Nous avons imité, nous imitons nos aînés. Nous-mêmes étant membres de l'ACL, il y a des aînés que nous imitons. Et pourquoi pas vous, demain, vous puissiez aussi faire la même chose. Donc nous vous remercions aussi pour votre présence, pour votre participation active. Et comme je l'ai dit, je le réitère encore, nous vous souhaitons tous les meilleures choses du monde et un bel avenir scientifique. Merci.
Regardez cette bouteille. Et puis je remets la clé à l'abbé préfet. Ok. Maboko, applaudissez. de Bangouvezolo Gloria, élève de l'Institut Lufiam, vice-présidente. Je remercie premièrement M. Guy Pascal Ngoma de nous avoir amenés ici. Je le remercie d'avoir organisé cette conférence parce que ça nous a été très important. Ça nous a aussi aidé à ouvrir notre morale. Et puis, je remercie toutes les autorités scolaires. Je remercie les professeurs et les enseignants de nous avoir accordé cette journée bénéficiaire. Le collège a été très fier aujourd'hui d'accueillir un de ses fils, à la personne du professeur Ngoma Pascal, qui est venu animer une conférence sous le thème « L'enseignement et les défis du développement ». Nous pensons que ce qu'il a fait, c'est un signe qui montre que le collège a sérieusement rayonné. Le collège a donné des enfants qui sont devenus capables de s'assumer. Les enfants ont répondu favorablement à cette rencontre-là. Ça nous rend heureux. Et après avoir fini cette conférence, nous avons aimé que le professeur puisse inaugurer la salle qu'il a lui-même entrepris à construire avec les amis du Raquel. Vraiment, c'est un geste qui prouve que le collège est toujours soutenu par ses anciens élèves. Je n'ai pas préparé un cahier de charges, mais ils ont senti le besoin du collège. Là où ils ont été, ils ont regardé et ils ont promis de nous faire construire un podium de qualité. C'est déjà quelque chose. Ce qu'ils venaient de semer dans les têtes de nos enfants, c'est plus que le matériel qu'ils pouvaient nous donner. Et nous demanderons aux professeurs de venir toujours nous animer pour réveiller les consciences. Voilà ce que je pouvais proposer au professeur Guy Pascal.